Bonjour. Les élections représentent un déterminant constitutif de la démocratie. C'est presque une évidence de le dire, mais toujours est-il que qu'on ne peut pas parler de la démocratie ou bien du paradigme démocratique sans se référer bien sûr à la technique des élections. Le lien entre les deux est un lien viscéral, corrélationnel. Pourquoi? Parce que c'est les élections, ou bien ce sont les élections qui nous permettent de donner raison d'espérer à ceux qui ne voient leur personnalité, leur choix, leur liberté s'affirmer et se concrétiser à partir du prisme électoral. Vous allez me dire à juste titre que certains régimes dictatoriaux, autoritaires, prétoriens ont tendance à organiser des élections presque de manière régulière, sans pour autant voir ni sentir l'impact de la démocratie sur les élections. Ça veut dire qu'ils se servent des élections juste pour une vitrine, pour un saupoudrage, sans être dans une escarcelle, si vous voulez, de démocratisation. C'est pour cette raison-là qu'il vaut mieux, ou bien qu'il est d'une importance presque capitale pour nous tous, de ne pas confondre entre des élections faites et organisées dans une optique d'instrumentalisation et de saupoudrage et des élections qui sont le couronnement d'un long parcours de démocratisation. Le lien entre les deux, c'est un lien assez subtil et il ne faut pas confondre. Il faut être en mesure de comprendre et d'appréhender les élections à partir du contexte global, à partir de la culture politique, à partir de la démocratie. Bref, à partir de tous les éléments et de tous les déterminants qui nous aident à comprendre et à décrypter le socle électoral comme étant une partie intégrante du socle démocratique. Le lien donc est corrélationnel, on ne le dira jamais assez. Parfois, nous pouvons assister à un écroulement de passerelles éthiques, morales, entre la démocratie et les élections. Quand il y a cet écroulement, quand il y a un affaissement moral, la démocratie elle-même perd de sa substance et ne traduit plus ce qu'il est censé traduire. Bref, il ne peut pas traduire ni couronner la volonté et le choix du peuple. Or, les élections sont faites généralement pour répondre aux besoins de la population et pour traduire la volonté générale. Vous savez très bien que quand on parle de la démocratisation, elle peut s'accélérer au gré des circonstances. Il y a certains pays qui ont jugé utile d'accélérer le processus de démocratisation tout en misant sur la régularisation et la normalisation du fait électoral. Qu'est-ce qu'on entend par normalisation? Vous savez que dans les régimes militaires, prétoriens et dictatoriaux, il y a un débat passionné autour des élections. Ça veut dire ils dramatisent, ils ont tendance à dramatiser le moment électoral. Or, la démocratie elle-même fait en sorte que les élections doivent être appréhendées de manière dépassionnée, détendue, justement pour en faire un moment crucial d'affirmation de l'identité de l'État et de l'affirmation aussi de la volonté du peuple. Certaines élections, malheureusement, se font dans un contexte crispé, où il y a, à titre d'exemple, marchandage, changement de camp, transhumance politique, etc. Et tout cela ne peut pas servir la démocratie elle-même. Donc, quand on dit élection, il ne faut pas les prendre comme étant une preuve ni un signe révélateur de démocratie. Il faut que la démocratie elle-même soit de mise. Il faut qu'elle soit appliquée, pleinement appliquée, entièrement appliquée, pour pouvoir parler d'élections libres, d'élections régulières et d'élections ouvertes. Dans les démocraties pluralistes, on ne peut pas voir ni appréhender les élections en dehors de ce prisme de donner à l'électeur
le pouvoir et l'autorité de s'affirmer en tant que tel, et que le choix des électeurs soit le déterminant explicatif de la carte électorale et de la carte politique du pays. Tandis que dans les régimes qui n'ont pas encore franchi le Rubicon de la démocratie et qui n'ont pas encore jugé utile de s'approprier les mécanismes de démocratie et de se lancer dans le processus combien lent de démocratisation, il n'y a pas lieu de trancher, il n'y a pas lieu de donner au fait électoral l'aura qui mérite et le prestige qui doit être de mise. Vous savez très bien que quand on est dans un système qui est basé sur ce qu'on appelle le syndrome de l'éternel perdant, on ne peut pas trancher. Et les élections elles-mêmes ne peuvent pas servir de baromètre pour comprendre le déroulement ni le fonctionnement du système politique, ni l'affirmation de la volonté du peuple. Bien sûr, l'absence de la démocratie, pourquoi je parle de la démocratie? Parce que le lien corrélationnel avec les élections n'est plus à démontrer. En l'absence de la démocratie, donc, il y a des dérives. On peut trouver des dérives de tout bord et nous pouvons aussi trouver des syndromes qui peuvent mener à des luttes acrimonieuses entre les différentes factions et les différents protagonistes. Or, la véritable vertu des élections, c'est justement qu'elles contribuent à la confrontation entre les idées et à l'opposition entre les différentes idéologies, les différentes manières de voir et les manières de gérer. Quand on est donc dans un régime qui est démocratique, sans embâge et sans limite, sans restriction aucune, on est bien sûr dans une culture de partage, une culture de participation, bref, on est dans une démocratie plus ou moins pluraliste et de plus en plus participationniste. Ça veut dire que le citoyen a le droit de s'affirmer en tant que tel. Mais cela ne peut se traduire qu'à partir d'une démocratie, une véritable démocratie consensuelle, donc qui n'est pas dissensuelle, et qui fait des élections un moyen de départager entre les avis et un moyen de donner raison d'espérer aux citoyens comme plaque tournante de l'action politique en amont et en aval. C'est dans cet ordre d'idée que quand on évoque la question des élections, il ne faut pas la décontextualiser. Bien au contraire, il faut la placer dans son contexte. Pour vous dire que quand on parle des élections, bien entendu, en liaison avec la démocratie, cela a commencé dès la fin du XVIIIe siècle. Mais les élections, quand elles ont commencé, n'ont pas été entamées de manière démocratique. Elles étaient limitées, elles étaient censitaires, elles étaient contrôlées, et elles étaient l'apanage d'une infime minorité de la population. Juste à titre d'exemple, en France, en Grande-Bretagne, dans d'autres pays d'Europe, aux États-Unis d'Amérique, etc. Pourtant, ce sont en quelque sorte ceux qui portaient le flambeau et l'étendard de la démocratie dans l'imaginaire collectif, si vous voulez, de la société internationale, et pourtant, il n'y avait qu'une infime minorité qui participait aux élections. 5%, parfois 10%. La généralisation du scrutin universel n'a commencé en bonne et due forme qu'au début du XXe siècle. Et dans certains pays, la généralisation, c'est-à-dire le scrutin universel, direct, qui est le baromètre justement de l'application de la démocratie dans l'action électorale, n'a commencé dans certains pays comme le Portugal qu'en 1974. Même la Suisse en 1971, d'autres pays en 1944 comme
la France, la Finlande, c'était en 1906, etc., etc. Donc nous avons et nous pouvons égrener le chapelet justement des pays qui se sont familiarisés, qui se sont adaptés avec le scrutin universel direct, à partir bien sûr de plusieurs éléments, dont la culture politique, dans la prédisposition à la démocratie, dans le développement global, etc. Donc il y a des éléments justement qui jouent un rôle déterminant dans la compréhension et dans l'intelligibilité de l'action électorale dans son naissance. Quand on dit les élections, il y a des éléments, ou bien il y a des déterminants qui nous interpellent. D'abord, on parle, dans l'organisation des élections, on parle de certains éléments. Est-ce que les élections sont un devoir ou bien un droit? Est-ce que les élections sont faites selon un mode qui permet justement l'affirmation de la volonté du peuple, ou bien selon une technique qui ne contribue qu'à l'affaissement moral et qu'à comment dirais-je, qu'à la dégradation réelle et effective de la volonté de la population. Alors là, la question se pose, comment peut-on organiser des élections? Je voudrais parler en quelques minutes, si vous voulez, parce qu'on n'a pas assez de temps, en quelques minutes, des différents modes électoraux. Nous avons trois modes, ou bien trois modèles dans l'organisation des élections. Le premier mode, ou bien le premier modèle, c'est le modèle majoritaire. Nous entendons par le modèle majoritaire que celui qui sera élu, c'est celui qui obtiendra la majorité des suffrages exprimés dans une circonscription donnée. Ça veut dire que celui qui arrive en tête, la victoire est tranchée en sa faveur. Nous sommes en quelque sorte dans un système qui tranche pour le vainqueur. Mais dans le système majoritaire, il y a des sous-modes ou bien des sous-modèles. On parle d'un système majoritaire à un seul tour qui ne permet pas en fin de compte de réaliser la vertu démocratique, ou bien d'un modèle ou d'un mode de scrutin majoritaire de deux tours qui permet en quelque sorte au vrai vainqueur de s'imposer. Sauf que dans le système majoritaire, on peut être soit devant le modèle uninominal, ou bien en face d'un autre modèle beaucoup plus démocratique, beaucoup plus représentatif, le modèle de liste. Dans le modèle uninominal, généralement, il y a une personnalisation de l'action électorale. Dans celui de liste, il y a plutôt une prédilection pour ce qui est programme, pour ce qui est idéologie, pour ce qui est opposition entre les différentes factions et les différents partis politiques, bref, entre les grandes idées. Il y a cette possibilité. Mais encore faut-il ne pas se tromper et ne pas être induit en erreur quand il s'agit d'un modèle qui n'est pas fondamentalement démocratique. Quand la démocratie n'est pas de mise, le reste est un détail. Donc d'abord, il faut que la démocratie soit une philosophie et un véritable paradigme, ça veut dire un mode d'action dans un État. Le reste, qui est technique, peut se discuter de manière consensuelle entre les différentes parties et les différents protagonistes, sans exception aucune. Mais quand la démocratie s'éclipse, les élections, même si on les organise de manière rituelle, de manière quasi fétiche, elles ne sont en fin de compte qu'une vitrine qui ne représente aucunement pas la volonté du peuple. Le deuxième mode, c'est le mode proportionnel. Dans le mode proportionnel, il y a une tendance vers une certaine justice, une justice électorale. Il y a une volonté justement de donner aux différents partis leur véritable poids, leur véritable mesure. Bref, c'est un mode qui permet de prendre en considération la carte électorale et la carte politique du pays.
savez que même dans le mode proportionnel, on peut être devant des cas de figure, soit un mode proportionnel à un seul tour, il est moins démocratique que le deuxième qui est de 2 tours. On peut être aussi dans un mode qui prend en considération le véritable poids des partis politiques et qui essaye de donner aux grands partis la place qu'ils méritent. Donc il marginalise ipso facto les petites formations. Je fais allusion ici à la technique du plus fort reste et à la technique de la plus forte moyenne. La plus forte moyenne est la plus représentative de la volonté de donner une véritable copie, sinon une photocopie même, de la société. Donc ils sont en train de photographier, comme s'ils sont en train de photographier la réalité électorale et la réalité politique du pays. Toujours est-il ne pas confondre entre les modes et les techniques et la volonté viscérale de faire du moment électoral un moment de décision, un moment d'efficacité, un moment de bon fonctionnement de l'État. Je ne veux pas terminer cette synthèse sur l'action électorale sans parler du cas marocain. Vous savez que le Maroc, qui a eu son indépendance vers la fin de 1955, a commencé les différentes tractations de la formation et de la constitution d'un échiquier politique selon des restrictions liées à la nature du système politique marocain lui-même. Vous savez que la première constitution du Maroc n'a eu lieu qu'en 1962, mais entre-temps, il y avait des tractations, il y avait même des escarmouches entre les différents protagonistes, et les idées étaient diamétralement opposées entre la monarchie et certains partis du mouvement national concernant la nature du système politique, qui gouverne, avec quels moyens, selon quelles techniques, par quels outils et selon quelle sphère et quelle technique. Alors là, la question des élections s'est posée depuis 1960. 1960 parce que c'est la date des premières élections que le Maroc ait connues, des élections locales. Les législatives du Maroc ont commencé en 1963. Et depuis, sans parler bien sûr de l'état d'exception et des traversées de désert, etc., on ne parle pas de ça, mais généralement on parle des élections. Le Maroc a généralement été régulier dans l'organisation des élections. On parle des élections locales et des élections législatives, sans oublier bien entendu l'acte et le moment référendaire. Mais en tout état de cause, les élections au Maroc ont été, jusqu'au moins 2002, étaient un moment de déchaînement, un moment de crispation, de crise parfois endémique entre les différents protagonistes, parce que certains partis ont indexé, ont pointé du doigt accusateur l'organisation des élections elles-mêmes, de telle sorte que l'action électorale n'a pas contribué, du moins jusqu'à la fin du XXe siècle, n'a pas contribué à la floraison d'une classe et la montée d'une classe politique solide et efficace. Il n'a pas contribué non plus à la démocratisation, au processus de démocratisation qui est, comme vous savez, un processus de longue haleine. Et quand l'institutionnalisation du fait électoral achoppe sur des problèmes, sur des syndromes, sur des pannes, cela n'aide pas à la consolidation des élections et à la consolidation de la démocratie elle-même. Au Maroc, généralement, le modèle électoral qui était en vogue jusqu'aux élections législatives de 1997 était le modèle majoritaire, scrutin uninominal à un seul tour.
c'est le mode, je dirais pas le moins démocratique, mais le moins juste dans la représentation de la volonté du peuple. Il est le moins efficace en termes de mise en évidence et mise en avant aussi de la volonté, de l'efficacité politique et du perfectionnement même politique. Alors là, le Maroc en 2002 a essayé un autre mode. C'est le mode proportionnel. Le mode proportionnel selon la technique de liste, mais au plus fort reste. Et à un seul tour. Là aussi, le débat est resté à couteau tiré entre les différents protagonistes quant à la justice électorale elle-même, quant à la représentation. Ceci dit, il y a des éléments justement qui entourent l'organisation des élections. Il ne faut pas oublier que les élections ne sont pas seulement question de mode, c'est question aussi de découpage. Ça veut dire la nature de la circonscription électorale elle-même, comment elle est, le nombre d'électeurs. Généralement, au Maroc, nous parlons d'un siège pour 100 000 personnes. Ça veut dire que la circonscription elle-même peut comprendre jusqu'à 100 000 personnes. Il y a certaines circonscriptions qui sont moins, il y a d'autres qui sont un peu plus. Bref, cela ne pose pas problème. Mais ce qui pose problème, c'est le découpage lui-même, comment il est. La circonscription elle-même, comment elle est façonnée. Est-ce qu'il y a la technique de gerrymandering? Est-ce qu'il y a la technique d'instrumentalisation? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de chercher la véritable volonté et la véritable manifestation de la volonté du peuple, ou bien il y a autre chose. Donc la question se pose. Il y a aussi la question du seuil électoral. Le Maroc a commencé en 2002 par un seuil de 6%. Mais à l'occasion des élections de 2016, le seuil a été revu à la baisse à 3%. Pourtant, vous savez que pour arriver à des partis politiques forts et pour arriver aussi à la cristallisation d'un paysage et d'un échiquier politique représentatif, cela nous mène à mettre en avant ou bien à appliquer un seuil de 10% pour ne pas laisser les petites formations s'afficher et pour ne pas contribuer non plus à la balkanisation du jeu politique et électoral. Ceci dit, il y a quand même des indices justement de changement. Même si le débat autour du mode électoral, autour du découpage, autour de la carte électorale, généralement autour de tout ce qui aide à comprendre les enjeux électoraux, même si le débat continue. Et parfois on n'est pas à fleur moucheté, on est à couteau tiré entre les différents protagonistes. Le Maroc connaîtra bien entendu en 2021 un autre rendez-vous électoral, les législatifs, et le débat bat son plein sur le mode. Est-ce qu'on doit revenir au mode uninominal, ou bien est-ce qu'on peut appliquer le mode proportionnel, mais cette fois-ci à la plus forte moyenne? Est-ce qu'on doit revoir à la baisse ou bien à la hausse le seuil, ou bien on doit l'annuler une fois pour toutes, etc. Donc il y a un débat sur tous ces éléments-là. Ceci dit, ce qui compte, c'est pas généralement ces modes, ces techniques, ces astuces. Ce qui compte, c'est la volonté d'avoir une démocratie et la volonté de faire du moment électoral un moment dépassionné, un moment d'efficacité, un moment où les différents protagonistes, les différents acteurs peuvent se prévaloir d'un droit de s'affirmer en tant que tel et d'un droit de représenter de manière efficace et de manière rationnelle la volonté du peuple. Toute la question est là. Merci beaucoup.